Dans cette étude de la synthèse du yoga, nous avons vu que l'être humain possède 3 niveaux de conscience, le physique, le vital et le mental. Ces niveaux sont étroitement liés et dominés par le corps physique, ce qui limite notre conscience aux expériences matérielles. Cependant, il existe des niveaux de conscience plus élevés que nous pouvons explorer et dont nous ne sommes généralement pas conscients. Cette exploration nous permettrait de nous connecter à des mondes plus subtils tels que le vital et le mental. Le passage précédent explique comment notre expérience humaine commence avec cette identification au corps physique, mais que nous aspirons à des réalités plus profondes et plus spirituelles. Cette aspiration se manifeste souvent à travers des mouvements mystiques, des religions nouvelles et des quêtes de l'infini et du divin. Cependant, la religion seule ne peut pas nous donner pleinement accès à ces niveaux de conscience supérieurs. C'est là que le yoga entre en jeu. Le yoga nous offre la possibilité d'explorer ces niveaux de conscience plus élevés de manière directe et profonde. Il nous donne également les outils nécessaires pour maîtriser ces niveaux de conscience et pour intégrer pleinement toutes les dimensions de notre être. Cette intégration nécessite de comprendre et de posséder notre propre nature inférieure jusqu'au niveau le plus physique, ainsi que de comprendre et de maîtriser les forces de la nature qui opèrent à chaque niveau de conscience. Finalement, l'auteur explique que l'expérience humaine commence par une conscience limitée au corps physique, mais que nous avons le potentiel de transcender cette limitation et d'explorer les niveaux de conscience supérieurs. Le yoga nous invite à développer cette conscience supérieure et à nous connecter à notre véritable nature spirituelle. Dans ce passage, l'auteur explique que l'évolution réelle se produit lorsque nous sommes incarnés dans un corps physique. Pendant cette incarnation, nous devons faire des efforts pour développer notre conscience et accéder aux plans mentaux. Si nous restons principalement attachés à l'existence physique, nous restons limités à des domaines plus subtils de ce monde physique lorsque nous quittons le corps. Cependant, lorsque nous évoluons consciemment pendant notre incarnation physique, nous pouvons accéder à des plans plus élevés de conscience après notre mort et avant notre prochaine incarnation. Cette évolution nous permet également d'utiliser les expériences que nous avons acquises pour un développement mental et spirituel plus élevé. L'importance de l'incarnation physique réside dans le fait que c'est là que nous fusionnons la conscience mentale et vitale avec la conscience physique, nous permettant ainsi d'expérimenter différentes gradations de conscience. C'est également dans cette incarnation physique que nous avons la possibilité d'évoluer vers une conscience spirituelle supérieure. En tant qu'être incarné, nous sommes capables, d'accéder à toute la gamme de pouvoirs de conscience des mondes mental et vital, car ils sont intrinsèquement liés à notre existence physique. Par conséquent, cette incarnation physique offre une opportunité d'évolution et de développement spirituel unique. Même les dieux doivent s'incarner dans une forme humaine s'ils veulent évoluer au-delà de leur nature et de leur niveau de conscience habituel. Lorsque nous quittons notre corps physique, nous emportons avec nous une partie de cette conscience élargie, que nous infusons ensuite dans notre prochaine incarnation. Ainsi, l'incarnation physique nous permet d'accéder à des plans de conscience supérieurs et d'apporter cette conscience élargie dans notre prochaine incarnation. Dans ce texte, l'auteur parle de la capacité de l'esprit à transcender le corps physique et à accéder à des plans de conscience supérieurs. Il souligne l'importance des bateaux comme symbole de cette évolution, car le processus d'ascension ne se limite pas au plan physique. Après avoir quitté le corps physique, l'esprit a accès à une conscience plus vaste et à une énergie de conscience supérieure. L'auteur explique qu'il y a une différence entre la conscience de la vie et la conscience de l'esprit dans le corps physique, et qu'il existe un être vital et mental plus vaste et supérieur qui est caché derrière le voile de notre conscience ordinaire. Cependant, il est lié au corps physique et il est difficile de les séparer. L'auteur se demande s'il est possible de séparer la conscience mentale du corps physique et d'expérimenter le monde mental de manière indépendante. Il explique également que pour évoluer, il est nécessaire de prendre conscience des plans mental et vital auxquels on appartient, ainsi que des plans internes plus profonds de la vitalité et de la mentalité, où se trouve le potentiel réel et les possibilités non développées. L'auteur mentionne également la capacité de la mémoire et comment celle-ci est stockée à la fois dans la mémoire automatique de surface et dans la mémoire interne plus profonde, qui peut accéder à des connaissances plus étendues et à la mémoire universelle. L'auteur affirme que notre personne physique est dépendante de nos sens physiques pour enregistrer ce qui se passe autour de nous, mais que la perception interne offre une connaissance bien plus vaste. Selon Shi Ruben Lee, il existe un corps subtil à l'intérieur de nous qui est connecté à notre identité personnelle et à notre conscience physique. Ce corps subtil possède des sens plus subtils, tels que la vision et l'ouïe, qui ne nécessitent pas d'organes physiques. En étant conscient de ce corps subtil, nous avons accès à une mémoire automatique et instantanée qui est plus étendue que celle de notre mémoire limitée dans notre corps physique. Cette mémoire dans le corps subtil est capable d'accéder à toutes nos expériences passées et peut répondre à nos appels pour se souvenir de choses spécifiques. Cependant, il peut y avoir un voile entre notre conscience dans le corps physique et notre conscience dans le corps subtil, ce qui peut entraîner des pertes de mémoire ou des oublis. L'évolution consiste donc à éliminer ce voile et à permettre à notre conscience dans le corps physique d'avoir un accès conscient à toutes nos connaissances et souvenirs. En d'autres termes, toutes les capacités et connaissances se trouvent déjà en nous, mais elles sont séparées par ce voile qui doit être transcendé. L'intelligence est immense, mais certaines personnes sont beaucoup plus intelligentes. Au-delà de cette frontière, la puissance de l'intelligence est énorme et pourrait atteindre des centaines, voire plus, en termes de chi.
Cependant, seule une partie de cette puissance se manifeste et s'organise à la surface. Si vous estimez que votre intelligence n'est pas suffisamment développée, cela signifie simplement que l'écart entre votre potentiel réel et son organisation vous empêche d'accéder pleinement à cette intelligence. Heureusement, il existe des processus yogiques simples pour calmer l'esprit, se tourner vers l'intérieur et réfléchir à l'influence de cette mémoire intérieure, de cette intelligence. Cela permet d'avoir soudainement des idées et une compréhension qui dépassent largement notre fonctionnement normal. Cependant, si nous nous mettons en colère ou sommes perturbés, nous perdons cette intelligence et cet accès à la mémoire. Le yoga offre deux processus, lever le voile pour accéder à une conscience plus large et dissoudre le blocage empêchant notre conscience de s'élever davantage. Une fois libérée, notre conscience ne se limite plus à notre corps physique, mais nous ne vivons pas encore pleinement dans les plans mentaux ou vitaux. Vivre dans ces plans nécessiterait un contrôle conscient du corps par la puissance de la vie et de l'esprit. Actuellement, nous vivons dans le plan physique, faisant l'expérience de la force vitale et de la conscience mentale. Parfois, vous ressentez une montée d'émotions qui submerge votre conscience physique, mais si votre conscience était située dans le vital ou le mental, vous seriez capable de la changer instantanément. Tout comme vous pouvez simplement décider de bouger votre main sans y réfléchir, vous pouvez aussi diriger votre conscience vers vos émotions et les contrôler. Vous pouvez également influencer les processus physiques de votre corps en infusant votre conscience mentale dans celui-ci. Par exemple, si vous parvenez à vous connecter suffisamment avec votre cœur, vous pourrez sentir ses battements et même les ralentir en le voulant. La conscience apporte avec elle le pouvoir de contrôler ce dont vous êtes conscient. Si vous vivez dans le corps mental, vous pouvez rapidement amener toutes ces choses dans votre conscience et les contrôler. Bien que vivre sur les plans supérieurs permettrait un contrôle conscient du corps par les forces de vie et la volonté souveraine, la première étape décrite ici consiste à utiliser la force de vie, puis elle, à volonté mentale. Parfois, les jeunes qui découvrent qu'ils peuvent contrôler leur corps à l'aide de la volonté ou de l'esprit, peuvent réussir à dépasser les limites de la douleur et continuer à se pousser jusqu'à l'épuisement. La différence réside dans l'identification. Si vous vous identifiez aux capacités de votre corps, vous pouvez utiliser la force vitale pour le pousser plus loin, mais si vous vous identifiez à la conscience mentale, vous pourrez aller encore plus loin. Le pouvoir de la conscience est donc vital pour diriger les énergies et les mouvements du corps. Dans ce texte, l'auteur explique comment la puissance de l'esprit et la force vitale peuvent influencer le corps. Lorsque l'esprit est pleinement conscient de la force vitale et la dirige de manière volontaire et consciente, le corps peut accomplir des actions extraordinaires. Par exemple, en étant conscient des fibres musculaires, on peut régénérer plus rapidement les muscles et les détendre à volonté, sans avoir besoin de médicaments. De même, en maîtrisant l'énergie vitale, on peut contrôler les émotions et les états d'esprit. L'auteur affirme que cela permettrait de déterminer dans une très large mesure notre vie physique et mentale à l'aide de notre volonté et notre connaissance, en tant que maître de notre être. Il soutient également que les cultures et les traditions spiritualistes cherchent à atteindre cet état de conscience et de contrôle, bien que dans une mesure variable. En somme, l'auteur souligne l'importance de développer une conscience consciente et une maîtrise de soi pour transcender les instincts primaires et atteindre des niveaux plus élevés de conscience. La maîtrise de soi peut se développer à différents niveaux. D'abord, à un niveau superficiel, où l'individu a une meilleure conscience de lui-même. Ensuite, dans les traditions occultes, on cherche à approfondir cette conscience intérieure et à accéder aux pouvoirs intérieurs vitaux et mentaux. Cela nécessite de renforcer la volonté. Les exercices pour développer la volonté peuvent être violents et inconfortables pour le corps physique, mais ils permettent d'accéder à des connaissances et des pouvoirs intérieurs. Cette maîtrise occulte reste cependant limitée, car elle ne vise que la réalisation de manifestations physiques et mentales. La maîtrise spirituelle, quant à elle, vise à ouvrir la conscience à des niveaux supérieurs. Toutefois, pour atteindre cette maîtrise spirituelle, il est nécessaire de d'abord maîtriser le mental et les instincts dans une certaine mesure. Le mental est le lien qui permet de se connecter à la dimension spirituelle. Sans une maîtrise mentale préalable, il est difficile d'atteindre la conscience spirituelle. Ainsi, la maîtrise de soi peut se manifester par une action directe de l'esprit sur la vie et le corps, mais cela nécessite un travail plus profond et une élévation spirituelle. Une marche dans l'air froid permet de se détendre et d'apprécier la nature. Cela contribue à changer quelque chose dans l'esprit, de manière indirecte. La méthode directe consiste à se relaxer en relâchant les tensions physiques, émotionnelles et mentales. Cette action directe permet à la conscience de l'esprit d'agir sans avoir besoin d'autres méthodes indirectes. Grâce au yoga, on peut acquérir progressivement le pouvoir de transcender le soi physique et prendre possession des parties supérieures de notre être par une conscience de soi et une maîtrise de soi plus élevée. Cela implique de prendre conscience de la relation entre le purusha, la conscience, et le prakruti, la nature, et de pouvoir les moduler selon notre volonté. Pour y parvenir, il faut libérer et élever la conscience, en se détachant du soi physique et en se concentrant sur le soi vital et mental. Ce processus de séparation permet de devenir conscient du corps physique et de ses actions, en tant qu'extension de l'âme de vie, utilisée pour interagir avec le monde matériel. Ce mouvement de retrait est décrit comme la rétraction d'une tortue dans sa carapace. En se retirant dans les différentes parties de soi, on peut ensuite les réengager et agir sur ces différents niveaux de conscience.
C'est ainsi que l'on peut progressivement acquérir une plus grande maîtrise de soi et de la nature. La conscience physique est une expérience qui nous lie à notre corps physique. Nous nous identifions à notre corps et nous sommes conscients de ses sensations, qu'il s'agisse de la chaleur, du froid, de l'inconfort ou des démangeaisons. Cela devient notre monde, notre vie et nos possessions. Cependant, nous pouvons aussi choisir de nous détacher de cette identification au corps et de nous recentrer dans une prise de conscience pure. En nous concentrant sur nos pensées et notre volonté, nous pouvons élever notre conscience vers le mental et le vital. En s'exerçant régulièrement, nous pouvons finalement nous identifier davantage à la conscience de l'esprit plutôt qu'à la conscience physique. Cela nous permet de voir les relations et les situations sous un nouvel angle, avec moins d'attachement et une plus grande clarté. Cela peut également nous aider à faire face à la douleur physique en nous dissociant de notre corps et en comprenant qu'il s'agit seulement de signaux nerveux. En travaillant sur cette dissociation, nous pouvons développer une conscience plus libre et plus détachée de notre corps physique. Il décrit une expérience dans laquelle il a délibérément ignoré la douleur physique, se rendant compte qu'il n'y aurait pas de dommages tissulaires et que la sensation de douleur n'était que des signaux nerveux. Il a observé comment la douleur augmentait progressivement, appelant sa conscience à s'identifier à la douleur, mais sa conscience a eu le choix de se détacher de la douleur mentalement. Il souligne que certaines traditions occultes utilisent des méthodes brutales pour aider à la dissociation de l'esprit et du corps. Il suggère que nous avons tous la capacité de se dissociation, mais que cela nécessite de se retirer du soi physique et de s'élever vers les domaines mentaux supérieurs. Il explique que nous pouvons devenir conscients du corps physique comme une circonstance secondaire de notre être vital, et que cette prise de conscience peut nous aider à nous détacher du corps et à nous identifier en tant qu'êtres vitaux. Le passage à la passivité laisse l'esprit agir de lui-même, comme si l'esprit devait le saisir et le traîner pour le faire avancer. Nous avons conscience du corps, de sa nature et de ses actions. Peu importe ce que nous faisons, je lève mon verre et bois de l'eau, je travaille, je joue de la musique, j'écris. La main écrit exactement ce que vous voulez, vous pensez à un mot et la main l'écrit. Mais que s'est-il passé entre les deux? La main fait cela, elle tape et fait des choses sur le clavier dont vous n'êtes pas conscient. Vous regardez vos doigts et vous dites « Oh, ça tape plutôt bien ». Si vous avez déjà appris à jouer d'un instrument de musique, cette phase initiale est où vous jouez consciemment la musique. Mais très rapidement, les doigts s'entraînent et vous pouvez regarder ailleurs, discuter, faire toutes sortes de choses et les mains continuent de jouer. À ce moment-là, ce centre de conscience qui guide la musique ou l'activité s'est séparé du corps et de ses processus. Il a pris une posture, soit dans le vital, soit dans le mental, au moins pendant cette activité. Sinon, vous vivez beaucoup plus dans le vital ou le mental, en utilisant le corps pour l'expérience des choses matérielles, avec une certaine distance par rapport à l'être physique et puis une supériorité par rapport à lui, une vive sensation que le corps n'est qu'une coquille instrumentale et facilement détachable. Il y a un effet extraordinaire de nos désirs sur notre être physique et notre environnement de vie. Tout cela, nous les avons appris, nous les avons expérimentés, un grand sentiment de pouvoir et de facilité à manipuler et diriger l'énergie vitale dont nous sommes maintenant intimement conscients, car son action est concrète pour nous, subtilement physique en relation avec le corps, perceptible dans une sorte de densité subtile en tant qu'énergie utilisée par l'esprit. Le texte parle de l'impact de notre être physique et notre vie sur l'environnement. L'auteur explique que nos actions et nos désirs ont une influence sur le plan de la vie, qui à son tour influence le plan physique. Il souligne également la correspondance entre notre corps et l'environnement. L'auteur mentionne que nous avons toujours eu des intuitions de ces phénomènes depuis notre enfance, et utilise l'exemple de la volonté pour obtenir quelque chose. Il parle également de la concentration de notre volonté pour réaliser des actions difficiles, en utilisant la magie comme exemple. L'auteur explique que lorsque nous nous identifions à notre être physique, notre énergie vitale est perçue comme secondaire, mais lorsque nous nous détachons de notre corps physique, nous sommes plus conscients de notre énergie vitale et de son impact sur notre corps. En conclusion, l'auteur souligne l'effet extraordinaire de nos désirs sur notre être physique et notre environnement. Dans ce texte, l'auteur parle de la capacité de diriger l'énergie vitale avec l'esprit. Il explique comment en concentrant son énergie dans ses doigts et en la dirigeant vers une partie où il ressent de l'inconfort ou de la douleur, il parvient à atténuer ses sensations désagréables. Il souligne que l'énergie elle-même peut être manipulée et dirigée avec l'esprit. Cette prise de conscience de l'énergie vitale mène ensuite à la perception du monde de la vie proprement dit, au-delà du plan physique, et à la connaissance et au contact avec les êtres du monde des désirs. L'auteur décrit comment, grâce à cette conscience accrue, on peut ressentir les énergies et les intentions présentes dans un espace, et utiliser sa propre intention pour les modifier. Il mentionne également la possibilité d'utiliser cette capacité à la volonté pour nettoyer les perturbations dans les plans de vie et de pensée. Il évoque ensuite l'idée que cette maîtrise de la vie énergétique permet d'accéder à de nouveaux pouvoirs occultes. Enfin, il relate l'expérience d'un ami entrepreneur qui utilisait sa vitalité et son intention pour influencer subtilement les personnes lors de réunions et obtenir leur soutien. Dans ce texte, l'auteur explique comment notre conscience de la réalité indépendante de la substance nous permet d'influencer les événements et les choses, et donc de manier des pouvoirs occultes. Il donne l'exemple d'une expérience où une personne émet une impulsion forte pour attirer l'amitié des autres, et cette énergie lui revient quelques mois plus tard.
L'auteur décrit également comment la force vitale peut influencer les événements, à travers l'histoire où la mère d'une personne a empêché les Allemands de prendre Paris pendant la Première Guerre mondiale. Il explique que la force n'est pas limitée par les formes physiques, mais qu'elle se répand partout, et que notre perception et notre volonté peuvent modifier l'effet de cette force sur notre réalité. La qualité d'énergie de chaque individu peut résonner avec celle des autres. Lorsque les énergies sont similaires, nous nous sentons proches les uns des autres, même si nous sommes physiquement éloignés. De même, lorsque nous parlons à quelqu'un à l'autre bout du monde par téléphone, nous pouvons ressentir une proximité énergétique. L'espace sur le plan vital n'a rien à voir avec les formes et les limites physiques, mais plutôt avec la qualité énergétique. Les batailles occultes se déroulent à ce niveau, où la force de l'énergie vitale se confronte à d'autres forces. La conscience spirituelle, qui reconnaît l'unité de toute chose, peut agir pour harmoniser et surmonter les divisions et les conflits. La véritable harmonie est une question d'équilibre, de donner et recevoir en harmonie. Lorsque le mental et le vital sont élevés par le soi pour expérimenter l'unité sous-jacente, nous pouvons devenir des instruments du soi et exprimer la vérité de l'esprit. De cette façon, les pouvoirs occultes deviennent naturels et nous pouvons influencer et modifier les processus biologiques grâce à notre conscience et à notre maîtrise de l'énergie vitale. Cela demande du temps et de l'effort, mais c'est possible. Le corps et l'esprit sont nos instruments, mais s'ils sont imprégnés d'une force spirituelle supérieure, ils peuvent être remplis d'une conscience superconsciente qui stimule notre énergie vitale. Cela nous permet de ressentir les moindres cellules et de les contrôler avec facilité. Lorsque cette conscience supérieure remplit notre être, elle illumine notre esprit, notre énergie vitale et même notre corps, rendant tout plus clair et conscient. Nous pouvons alors accomplir des choses sans effort et notre corps peut même changer physiquement pour donner une expression à notre état de conscience. Cependant, même si nous sommes remplis de cette force spirituelle, elle doit agir à travers notre énergie vitale et notre corps physique, car ce dernier ne peut pas répondre directement à la spiritualité. Notre conscience spirituelle passe donc par différents niveaux de notre être pour agir sur notre réalité physique. À ce stade, nous développons une conscience plus universelle et nous pouvons ressentir les émotions et les désirs des autres. Nous pouvons soit en être conscients sans nous y identifier, soit nous y identifier complètement et ressentir ces émotions comme les nôtres. Cette empathie et cette connexion avec l'âme universelle peuvent parfois nous affecter profondément, mais avec une pratique régulière, nous pouvons maintenir notre stabilité et notre liberté intérieure. La vie universelle est une expérience où l'on découvre simultanément toutes les joies, les peines, les souffrances et les plaisirs du monde. Dans la tradition du yoga, cela est symbolisé par Shiva qui prend le poison de la souffrance du monde sur lui-même par compassion. Cela représente l'aspect divin qui embrasse la douleur et la souffrance du monde et soutient notre émergence vers la liberté. Lorsque l'on pratique le yoga, on acquiert une conscience plus profonde de la vie universelle et une compréhension des émotions et des désirs des autres. Cela se traduit par une distance avec notre corps physique et une conscience de celui-ci comme un simple instrument. En progressant vers la conscience mentale, nous découvrons des expériences associées à cette nouvelle conscience et nous nous rendons compte que notre liberté est encore conditionnée par la nature de notre conscience mentale. Pour atteindre une véritable liberté et maîtrise, nous devons transcender cette conscience et accéder à un niveau supérieur de notre être. Cela sera exploré dans le prochain chapitre du livre. Lorsque l'individu atteint un état de dissociation, cela peut devenir dangereux car cela ouvre la perception à quelque chose qui ouvre les portes des mondes vitaux. Le fait de fixer son propre reflet dans un miroir pendant une longue période peut même altérer sa propre apparence et provoquer des suggestions négatives. Les miroirs sont utilisés dans de nombreuses pratiques occultes comme une fenêtre vers d'autres mondes. Cependant, il est conseillé de ne pas s'engager dans de telles pratiques sans méthode de protection appropriée. L'utilisation du miroir de manière consciente et positive peut permettre d'explorer ces mondes subtils de manière sécurisée. Lorsque nous nous endormons, notre conscience passe du corps grossier au corps subtil, qui est plus vaste et plus libre. Si l'on parvient à maintenir un fil de conscience au moment de l'endormissement, on peut expérimenter une sensation de flottement, de légèreté et de perte des limites du corps. Cela peut être vécu de manière inconsciente en rêve, mais il est également possible d'entrer consciemment dans cette expérience par le biais de la pratique et de se déplacer dans ce qu'on appelle une expérience hors du corps. Il est important de reconnaître que les perturbations et les problèmes qui se produisent dans le monde extérieur peuvent également nous affecter intérieurement. En tant que microcosme, nous sommes connectés à tout ce qui se passe autour de nous. Être conscient de ces agitations intérieures nous permet d'influencer positivement notre environnement. En apportant le calme, l'optimisme, la lumière et la paix à nos propres agitations intérieures, nous pouvons avoir un impact sur les circonstances extérieures. Notre influence individuelle peut sembler minime, mais si nous agissons collectivement, cela peut avoir un impact significatif. Il est intéressant de noter que les hommes d'affaires réussis ont souvent une énergie vitale forte et sont capables de diriger cette énergie de manière positive. De la même manière, les médecins les plus efficaces sont ceux qui sont capables, consciemment ou inconsciemment, de diriger leur énergie de vie de manière positive. Le simple fait que le médecin entre en contact avec le patient avec une vibration positive et une vitalité enflamme déjà le processus de guérison.
La transmission de la vitalité et de la conviction du médecin au patient peut déjà avoir un effet positif, sans même qu'une parole ne soit échangée ou qu'un médicament ne soit prescrit. Malheureusement, cela n'est généralement pas enseigné consciemment, mais de nombreux médecins en sont conscients intuitivement. Lorsqu'ils se sentent épuisés ou pessimistes, ils remarquent que les traitements ne sont pas efficaces. Cependant, si l'on est conscient de ce processus, on peut aller au-delà et utiliser son énergie de manière encore plus puissante. Lorsqu'on évoque des énergies et des pouvoirs plus élevés, il devient nécessaire de se détacher de la conscience étroite du moi et de s'ouvrir aux mondes vitaux. Cependant, cela peut être dangereux si notre conscience est encore ancrée dans l'ego. Les puissances vitales peuvent exercer une influence sur nous, nous rendant vulnérables. Ainsi, le processus de se désengager du physique est essentiel pour notre protection. Il est également important de développer une sensibilité spirituelle profonde et une influence psychique intérieure, de sorte que lorsque nous accédons au niveau supérieur, nous sommes protégés par notre discrimination inhérente. Il est donc recommandé de se focaliser sur l'étape suivante plutôt que de se complaire dans le vital. Il est également essentiel de cultiver notre esprit afin de pouvoir exercer une maîtrise complète. Par conséquent, nous pouvons choisir de nous centrer davantage sur le mental et d'accéder à la conscience mentale universelle, plutôt que de nous attarder sur les plans vitaux inférieurs. Cependant, il convient de souligner que toutes ces expériences appartiennent au niveau inférieur de l'expérience spirituelle et ne sont guère plus spirituelles que l'existence physique. Il est donc primordial de continuer à élever notre conscience vers des niveaux plus élevés, jusqu'à atteindre le mental supérieur. Dans cette discussion, il est mentionné que la conscience peut s'étendre pour se sentir connectée à l'ensemble du monde, mais il y a toujours un centre d'action. Il est souligné que la conscience peut être large et élevée, mais cela dépend de l'expérience individuelle. L'expérience d'une conscience élargie et plus élevée est décrite comme étant plus pure, claire et transparente. Cependant, il est mentionné que même sur un niveau physique, il est possible de ressentir une légèreté et une largeur. Il est expliqué que cette ouverture n'est pas nécessairement spirituelle, mais qu'elle peut conduire à une expérience spirituelle lorsque l'on entre dans une conscience où il y a une unité indivisible. Il est suggéré que le véritable objectif est de permettre à l'influence de l'esprit de remplir notre être, ce qui implique de laisser le sens de l'ego s'estomper. La notion que l'ego peut devenir aussi vaste que l'univers est discutée, et il est souligné qu'il y a toujours plus de choses que nous ne connaissons pas. Il est souligné que chaque élément de la réalité incarne une certaine expression de la divinité, mais que certaines choses expriment la divinité de manière plus intense, comme la beauté par rapport à la laideur. En fin de compte, il est suggéré que tout est d'essence divine, mais que certaines expressions de la divinité sont plus prononcées que d'autres.